Et bonjour tout le monde, ça y est, les Jeux Olympiques sont terminés. La saison NBA va pas tarder à reprendre, ça nous manque déjà. Et puis, on va quand même en profiter cet été pour vous proposer un petit peu de contenu sur notre chaîne Coast to Coast. Et aujourd'hui, on va traiter d'un sujet très sympa avec un nouvel invité, Simon. Salut Simon, comment vas-tu? Salut tout le monde, très bien. Écoute, ma foi, et toi? Bah écoute, super, nostalgique des Jeux Olympiques, un peu comme tout le monde, je pense. Ouais, On a vécu, en tant que fan de basket, on a vécu des beaux moments quand même. Mais bon, écoute, on s'y remet et puis ça donne des envies pour la suite, hein. Simon, bah, écoutez, je pense que vous avez l'habitude de le voir avec Trash Talk dans les additions et puis, vous l'avez vu aussi dans d'autres vidéos, les drafts, les mock drafts et puis un grand fan de Sacramento, ouais. et l'homme, l'investigateur, l'initiateur, on va dire, du wagon et du bus de Washington, hein. Je pense que C'est plus, ça va me rester ça, hein. ah bah, ça va te coller à la peau jusqu'à la fin de ta carrière, hein. Eh Tu ben, as lancé une dynamique, mais n'empêche, je pense que ça a permis aux fans de Washington d'avoir un peu plus de visibilité, peut-être. très honnêtement. Donc voilà, Simon, vous connaissez bien et aujourd'hui avec Simon, on voulait traiter d'un sujet un petit peu, particulier, mais qui nous tenait à cœur, qui va pas forcément traiter de basket pur. Quand on parle de basket pur, on parle de ballon. On Mmh, va parler d'un sujet qui est la culture basket et la culture NBA. tout à fait. Donc voilà, un sujet qui nous tenait à cœur et on va essayer de vous définir un petit peu ce qu'est la culture NBA, comment elle s'est créée et comment elle s'est «transmise» entre guillemets de génération en génération et bah, à l'heure actuelle, qu'est-ce que la culture NBA et comment elle va continuer à évoluer? Bah, écoute, je vais te lancer tout de suite sur le thème, Simon. Toi, quand je te dis culture NBA, qu'est-ce que tout de suite enfin, qu'est-ce que ça t'évoque? Qu'est-ce que ça t'inspire? Alors, il y a plusieurs, dimensions qui pourraient se cacher derrière culture NBA, mais la première qu'on va quand même décortiquer ensemble et je pense la plus simple, c'est en soi-même le corpus de données, de connaissances et cetera propres à cette ligue. Avec, ça veut dire ses héros, ses mythes, ses croyances, ses théories du complot, ses grands moments, ses dates incontournables. Mais un peu comme à l'école, tu sais, on connaît à la fois ses dates de l'histoire de France, on connaît à la fois sa géographie, on connaît. Voilà, donc pour moi, la culture NBA, c'est ça. C'est-à-dire que de la même manière, par exemple, que pour plein d'autres sports ou pour certains dans le foot, mais grâce à la NBA, tu sais placer Memphis sur une carte plus que ton copain plus qu'un Ouais. ami à toi qui n'a pas cette culture NBA. Tu sais aussi la différence peut-être entre une pizza style Detroit et une pizza à la new-yorkaise. Là, on peut parler par exemple du super livre de, je pense que c'est Rémi qui a intégré la bouffe, Rémi Reverchon, Ouais, dans complètement. l'équipe. Tu connais aussi, tu as un avis sur les 5-6 meilleurs crosseurs de tous les temps. C'est plein de choses comme ça mis bout à bout qui font sens parce qu'elles gravitent autour d'une seule et même ligue. Pour moi, la culture NBA, c'est ça. C'est que tu sais que normalement, je sais pas, les Bulls, ça joue en rouge et pas en vert, sauf le jour de la Saint-Patrick. Mais du coup, tu sais ce qu'est la Saint-Patrick. Ouais. Donc, connaissance du continent américain, de sa population, de sa géographie, de son histoire. On le voit à travers le Martin Luther King Day ou des choses comme ça, de ses dynamiques. Parce que la NBA a quelque chose de très temps réel, moderne, etc., réagit très vite à l'actualité. On l'a vu notamment, par exemple, pendant la bulle, enfin, c'était avant la bulle. Tu sais, les joueurs de Milwaukee qui avaient fait Ouais. grève au moment de. Son nom m'échappe évidemment maintenant, George Floyd, George Floyd, ouais. meurtre de George Floyd. Voilà, donc c'est tout ça, et ça me paraît un peu une réponse facile, mais quand même, au départ, pour bien s'entendre sur cette discussion de culture NBA, pour moi, c'est ça la culture NBA. Toi, si je te dis icône des années 60, 70, 80, quels noms vont te venir assez rapidement en tête? Will Chamberlain et Karim Wilt? Abdul-Jabbar. Après, il y en a d'autres avant, mais moi, le premier, ouais, Will Chamberlain, Karim Abdul-Jabbar, pour le côté super-héros, qui Ouais. installe ça plus grand que tout le monde. Karim Abdul-Jabbar, c'est le pivot des Lakers, mais c'est aussi un méchant dans un Bruce Lee, tu vois. Mmh. Et c'est aussi un copilote, d'ailleurs, dans Y a-t-il un pilote pour sauver l'avion. Mais, et puis Will Chamberlain, parce que quand tu regardes même les photos de l'époque, le truc et tout, enfin, le mec est, c'est n'importe quoi. C'est. Et puis, il jouait avec les Harlem Globetrotters d'ailleurs aussi, et tout, c'est ce truc-là. C'est ce côté, pour moi en tout cas, hein, la NBA, c'est la découverte dans ces années-là, je pense, pour pas mal de monde. Moi, évidemment, je suis né quand même plus tard que ça, donc voilà, mais tu vois les premières images, les premières icônes et tout, c'est ce côté bigger than life et de côté, t'as le sport, et d'un coup, t'as
tu as les monstres de NBA. Tu as des mecs plus grands, plus costauds, plus forts. Même si à côté, il y a des Jerry West, etc. Mais même Jerry West, je pense qu'il fait 1 m, il faisait 1 m 95 ou une connerie comme ça. Ouais, il était pas sous-proportionné, ouais. Non, donc moi, je dirais ça tout de suite. Et après, pour gagner un peu de temps, nous faire gagner un peu de temps, il y a quelque chose d'assez iconique, je crois, pour avoir lu pas mal de choses là-dessus et tout, et qui est une révélation pour pas mal de gamins afro-américains, c'est la figure de Julius Erving. Complètement. Je pense que les 2 icônes entre guillemets, allez, si on doit parler, je pense réellement d'icônes, sur le côté un peu afro-américain et des gens qui ont vraiment fait bouger les choses, je pense que tu as Julius Erving, tu as Bill Russell aussi à Boston. Alors oui, il y a évidemment Bill Russell, Voilà, tu as dans Bill le Russell. des grands, quoi. C'est Russell, Chamberlain, Karim. C'est ça, c'est les 3. Je pense que c'est les 3 icônes qui ont en fait, poussé la NBA déjà à sortir de l'aspect purement sportif et Ouais, d'avoir un réel impact, que ce soit social, politique et culturel aux États-Unis. ouais. Moi, ça me fait penser au documentaire, je sais pas si tu l'as vu sur Bill Russell sur Netflix. Hyper intéressant où en fait, il te montre que le mec qui jouait quand même à Boston, qui est l'une des villes les plus, on peut le dire, hein, l'une des villes les plus racistes en NBA, où il y a vraiment du mal quand on est afro-américain, il y a du mal entre guillemets à se Ouais. sentir intégré à cette ville. Les mecs se faisaient refuser certains hôtels, enfin, et puis Bill Russell a tout de suite porté cette voix de dire OK, je suis un joueur NBA, mais je suis un être humain avant tout. Ouais. Donc, vous allez m'accorder les mêmes droits que le joueur blanc qui va être mon coéquipier. Alors, tout de suite, faut mentionner Oscar Robertson aussi, pour le Aussi, côté ouais. droit civique et tout, machin. Voilà, comme ça, la mention est faite. Bill Russell, effectivement. Alors, moi, j'irais à la fois plus loin et de manière. Je nommerais les choses différemment, mais pour s'éviter tout de suite cette épine dans le pied et pouvoir en parler de manière plus facile et tout. Boston est une ville raciste. En fait, c'est ça, mais je dirais Boston est une ville blanche. Ouais, Faut le voir comme ça, en fait. Boston se pense, se considère et à l'époque, en tout cas, hein. Maintenant, ça a évolué, mais se voit comme une ville blanche. Et mmh, c'est-à-dire qu'elle doit gagner, mais elle doit gagner entre guillemets à travers ce prisme-là de couleur de peau. Et donc, du coup, ce que Bill Russell prend en pleine tête, c'est la difficulté de gagner. Enfin, c'est qu'en fait, tu te rends compte pour lui, il l'explique bien, que gagner, alors qu'il est afro-américain, c'est cool pour Boston, c'est gagner, mais tu sens que ouais, c'est pas gagné pleinement, quoi. c'est pas comme ça qu'il voudrait gagner. Et d'ailleurs, ça s'est réaffirmé là. Pareil, j'avance un petit peu dans le temps, mais tu vois, quand Bird est à Boston, Ouais, en plus, tu as Danny Ainge, tu as McHale. Il y a quelque chose de nouveau du Boston Pride. ouais. Parce que la ville en elle-même se voit, et d'ailleurs, c'est pas que elle. C'est pour ça que je prends un peu des pincettes et des nuances. C'est raciste, évidemment, le comportement des gens. Mais c'est aussi pour le reste des États-Unis. Boston, c'est une ville blanche. Bien sûr. Donc ça conforte ce stéréotype. Et dans les années 80, on va y venir, c'est clairement une opposition contre les Lakers de Los Angeles qui est vue comme une ville beaucoup moins blanche, si ce n'est afro-américaine. Ce n'est pas la majorité de la population, mais beaucoup plus qu'à Boston. Et Mmh. on en vient à un cliché quasiment l'équipe préférée des Blacks contre l'équipe préférée des Blancs. Complètement, et c'est rigolo d'ailleurs de parler de cette opposition parce que tu as raison, on va avancer un peu dans le temps. On parle de culture NBA et l'une des oppositions les plus iconiques de notre sport, c'est quand même Magic Johnson contre Larry Bird. Ouais, Où on a voulu opposer entre guillemets, comme tu le dis, un blanc, bostonien contre un noir, ouais, californien. Et ce qui est, bah, on peut tout de suite quand même le dire, c'est que Larry Bird a été considéré, a été étiqueté comme le basketteur blanc qui devait s'opposer, au développement du basket afro-américain. Mais lui, tout de ouais, suite, a dit: «Non, non les gars, je suis un basketteur. ouais, C'est-à-dire que enlevez-moi ce côté étiquette, je suis un basketteur blanc, je suis un basketteur». ouais. Qui était quand même hyper intéressant. Et puis, bah, je pense qu'on peut parler de l'une des oppositions, voire si ce n'est l'opposition la plus historique, qui a quand même permis l'évolution de la NBA et qui a été un peu aussi un tremplin, je pense, sur le côté culture NBA. Cette opposition, c'est un peu quand même l'élément déclencheur, je Tu pense, pour penses la suite. bien, et c'est la victoire de la NBA. Alors, c'est marrant parce que le plan que tu avais établi avant, hein, je dévoile les scoops, on est dedans, mais on est déjà complètement en train de faire du lion Ouais, marchand et de nager un peu tous les nages dedans. complètement. Et c'est très bien. Moi, j'avais noté pour te dire, voilà, sur la culture NBA, il y a je recule un tout petit peu pour mieux me avancer. Il y a Mmh. plusieurs axes. Pour moi, il y a 3 axes qui font la culture NBA et qui sont à chaque fois des axes qu'elle sait dépasser. Le premier axe étant évidemment celui dont on est obligé de parler là, la couleur de peau. Ce qui se passe dans Magic et Bird, c'est qu'au départ, c'est vu comme une opposition, voire un antagonisme, voire une rivalité, presque même un peu quelque chose
qu'on pourrait retrouver dans la société. Il faut savoir qu'à l'époque, le problème, il y a quand même encore régulièrement des affrontements entre les différentes ethnies, les gens d'origine, les émeutes, etc., les couleurs de peau, etc. Ce qui est fort dans Magic et Bird, c'est qu'ils sont potes. Ouais. Qu'est-ce qui change tout le script? Et en fait, sans le savoir, parce que voilà, c'est le coup de génie de cette histoire. Parce qu'en fait, c'est deux mecs qui se retrouvent à Boston, la ville la plus, entre guillemets, côte Est. Parce que New York, c'est un poil différent. Mais académique, etc., on l'a dit, blanche, bon, capitale du Ku Klux Klan, ça c'est comme ça, mais voilà. Très universitaire, très protestante aussi, etc. Et tout. Mais au départ, il est de French Lick dans l'Indiana. Donc il est, entre guillemets, c'est comme s'il venait des Vosges ou du Jura, si vous voulez, du Mmh. Midwest le plus profond américain, du territoire américain. Et c'est là aussi où on joue le basket, vraiment. Le basket, c'est pas forcément un sport tant que ça des villes. Enfin, si, il l'est devenu. Mais j'allais dire presque au départ, ou en tout cas, dans la manière, dans ce qu'il a de plus pur, le basket est un sport de gymnase du Midwest. Et de fermier ou de maison. C'est le cliché des paniers partout, là, dans les maisons. Ouais. Duke, North Carolina et tout. C'est ça le berceau du basket historiquement. Magic, il se trouve qu'il est de Detroit, de Détroit. Donc lui aussi, il vient du Midwest. Et il a cette culture très urbaine, industrielle. Détroit est une ville à ce moment-là très dure, etc. Et tout, peut-être même encore plus que New York et tout. Et donc lui vient de là. Et Larry Bird vient au contraire de la campagne. C'est un Mmh. pecno. C'est un pecno, Larry Bird. Faut voir. Et donc, tu as ces deux mecs du Midwest, mais en fait, qui sont profondément américains, chacun à leur façon. Ouais. Ils sont pas des côtes, ils sont pas du Pacifique ou de l'Atlantique, ils n'ont pas de connexion avec le continent asiatique ou européen, etc. C'est des vrais Américains dans leur façon d'être blanc ou black, mais c'est des vrais Américains et ils se retrouvent sur. Le symbole est parfait, chacun sur les deux plus gros clubs, chacun sur une côte. Et là, c'est parti. Et ce qui définit et ce qui emmène tout le truc dans une dimension supérieure, c'est qu'ils sont potes. C'est l'image de Magic qui ouvre son truc des Lakers et en dessous, il a un t-shirt Celtics. Ouais. Ils sont vraiment potes. Et eux arrivent à dire, en fait, c'est ça le basket. On est différents, vous voulez nous opposer, on va s'opposer, mais on est potes quand même, et en fait, on joue le même sport, etc. et tout, on va le faire grandir ensemble. Il y a quelque chose, ça fait un peu bisounours dit comme ça, mais il y a en fait, ce clivage, on va l'embrasser, mais pas pour mieux se taper dessus, pour mieux se tirer vers le haut. Ah bah complètement et puis ça a été entre guillemets «un élément déclencheur» par la suite, là où historiquement avant on avait des icônes, mais où il y avait pas forcément ce côté attache, ce côté pote et comme tu le dis, cette opposition elle a été un peu créée médiatiquement entre Oui. Bird et Magic. Complètement, même ça a été, bah, voilà, chacun représente la meilleure équipe de sa côte et puis, affrontez-vous en finale et créons des bagarres et ce qui a tout de suite, cassé le truc dans l'œuf, c'est que c'était des potes comme tu le dis et ça a poussé entre guillemets «la rivalité» à être beaucoup plus saine et à suivre, du coup ces enfin les comment dire? La les populations et les supporters de basket qui ont du coup senti ce côté un peu, bah, en fait c'est une rivalité, OK, mais c'est des potes. Mmh, mmh. Bah, tu sens que ça a saigné un peu les relations et ça a permis aussi au basket de se développer de manière beaucoup plus saine. Ouais. On en parlait un peu en off, on a eu un long débat sur le foot. Là, tu sens que le développement du basket grâce à cette rivalité a tout de suite été assez saine. Même s'il y avait des oppositions des oppositions sociales et politiques encore très tendues et très touchy, il y en a aussi encore aujourd'hui. Mmh. Mais il y a eu ce côté où en fait on casse la barrière du noir et du blanc. En fait, on est 2 potes qui partageons notre passion qui est le basket et on va vous Mmh. la transmettre, quoi. Il y a ça, et puis après, parallèlement à ça, c'est vrai qu'on se focalise un peu trop, à mon goût, sur Magic et Bird, parce que ce qu'il faut dire aussi, que le basket apporte, plus encore que les autres sports majeurs aux États-Unis et même dans le monde à ce moment-là, c'est la fraternité que peuvent avoir des deux coéquipiers de couleurs de peau différentes. Ouais. Ça, c'est encore plus important pour moi. Et on s'en rend pas compte, nous, parce que c'est naturel. Et Dieu merci, heureusement pour nous, le monde a grandi là-dessus. Mais à l'époque, et même encore dans les années 80-90, même quand moi je suis petit, tu vois, c'est pas encore si gagné. Il y a encore des histoires dans d'autres sports et tout que, pour certaines personnes, a priori, c'est pas si naturel la connexion, que les vestiaires sont forcément. Dès qu'il y a un problème dans une équipe qui est un peu multiculturelle, on va dire ah bah c'est à cause de la couleur de peau des uns des autres, alors qu'on n'en sait rien, mais on va Mmh. présupposer ça. Et tu as, moi, je pense notamment, alors tu as évidemment l'association de Bill Russell et des Celtics, on y revient, parce qu'au-delà de la figure de Bill Russell, c'est Bill Russell, Sam Jones, avec, alors à l'époque, je sais plus tout, mais tu as du Bob Cousy, plus tard tu as du Ouais. Havlicek, tu as du, voilà. Donc c'est ça les Celtics aussi. C'est pour ça que c'est important aux États-Unis. C'est une équipe finalement qui va par-dessus. C'est pour ça que je voulais préciser Boston, et à la fois, c'est un paradoxe incroyable, Boston. C'est à la fois une ville raciste, mais c'est à la fois une ville où d'un coup, tu as une équipe qui gagne des titres avec des Noirs et des Blancs dans la même équipe, Ouais. ou le côté vert de Boston. Tu as les Lakers, parce qu'il y a quand même aussi dans l'équipe des Lakers de plus en plus, tu vois, ce mélange
de personnalité. Là, je reviens à Magic, parce que c'est vrai que c'est important pour moi que Magic n'est pas de Los Angeles. Bien sûr. Ouais, c'est un enfant, c'est de l'adoption, en fait. Mmh. Donc, il y a aussi l'idée, et ça, j'y joue, ça, je trouve, pour moi, ça joue qu'un gamin de Détroit peut devenir l'idole de Los Angeles. Ouais. Qu'un gamin né à Brooklyn, plus tard, qu'un gamin de la campagne de Caroline du Nord devienne l'idole de Chicago, puis du monde entier. Voilà, tu as des transferts comme ça. Il y a une équipe aussi, là, je fais un peu en vrac. Je pense que les Bad Boys de Détroit, même si à l'époque ils sont détestés, ils sont quand même très regardés, je pense que la connexion Lambir, Asia Thomas, c'est Ah très bah, fort c'est aussi. sûr, C'est c'est très évident. très fort parce que c'est deux personnes qui, normalement, aux États-Unis, ils le disent, je crois, dans le docu d'ESPN, le 5-5 sur les Bad Boys, ou je sais plus Mmh. quel. Il y en a plein, de toute façon, c'est une matière. Les Bad Boys, c'est assez intéressant pour ça. C'est Bill Lambier, je crois, qui en parle et qui dit normalement, on se parle pas. Et quand il dit ça, lui, Asia Thomas, pardon, j'étais pas. Normalement, dans la vraie vie, on ne se parle pas. Et quand il dit ça, c'est en connaissance de cause. Lui, il vient de la partie riche de Chicago. Ils sont tous les deux de Chicago. Quant à Asia Thomas, vient vraiment des ghettos les plus hardcore de Chicago, qui sont pas loin d'être les pires des États-Unis. Donc, ils ne doivent pas se croiser, à part peut-être sur un playground. On en revient au Ouais. miracle basket et dans un vestiaire NBA. Et le truc encore plus marrant, pour finir là-dessus, c'est que Bill Lambier, je tiens à rappeler ça, il explique aussi qu'à l'époque, c'est peut-être le seul joueur qui gagne moins de fric que son père. C'est plus ce que faisait exactement son père, mais son père était un businessman de Chicago très puissant, très riche. Et à l'époque, avec les salaires NBA qui étaient quand même moins que maintenant, Bill Lambier est le seul mec de NBA qui gagne moins de thunes que son daron, quoi. Donc il y a là aussi un espèce de renforcement de la situation du privilège blanc, presque, on pourrait dire, par rapport à ce Ouais. que. Mais il arrive à trouver, par son vice, sa méchanceté et tout, et son côté, je donnerai tout pour mes frères, etc., tu vois, dans l'équipe des Bad Boys. Bon, on pourrait citer d'autres équipes. Mais tu vois, après, c'est l'association que nous, on connaît. Tu as ça aux Spurs, où on ne parle même plus de la couleur de peau. C'est ça la grande victoire. C'est cette équipe carrément. Et là, on a gagné. C'est-à-dire qu'on ne voit même plus, même si elles existent, bien sûr, mais on ne parle plus des couleurs de peau parce que ça n'a plus d'intérêt. C'est Ouais, fait. complètement. Tu as Patty Mills, qui est australien, qui est métis. Tu as Tony Parker, qui est français, qui est métis. Tu as Boris Dio, qui est français, qui est métis. Tu as Tim Duncan, qui est métis des îles Vierges. Tu vas avoir du Ginobili, qui est carrément pas américain, enfin étranger, etc., etc. Et il y a comme ça, par couche, et c'est aussi ça la culture NBA, cet axe, bah, comme dans la chanson de Michael Jackson, quoi, Black and White, tu vois, c'est Ouais. encore très, très fort aux États-Unis, qui est à la fois hum, un axe fort de division, mais qui, surtout dans la culture NBA, en fait, devient quelque chose qui se transforme aux yeux des Américains et du monde entier. Ouais. Et là-dessus, je pense que la NBA était vraiment en avance sur tout. Si on peut entre guillemets on peut l'affirmer, assez sereinement avec certitude, l'icône de la NBA et celui qui a fait passer un cap supplémentaire, je parle individuellement et je Mmh. parle pas que de basket, je parle aussi de tout ce qu'il y a autour et on va en parler au niveau culture NBA, c'est Michael Jordan. Ouais. Heu, Autour de plein de choses, donc il y a eu bien évidemment l'aspect basket où en tant que basket pur, ce mec était déjà une légende avant même d'arriver en NBA. Mmh. Quand on voit ce qu'il a fait au niveau universitaire, quand on Mmh. voit comment il en parlait, alors c'est rigolo de se dire avec du recul que Jordan n'est pas numéro 1 de draft à l'époque, mais ça s'entend aussi quand on voit qui a été pris numéro 1 de draft et Ouais. pourquoi à ce moment-là, heu, entre guillemets, «les joueurs plus petits» n'étaient pas considérés comme des joueurs qu'on pouvait drafter numéro 1. Puis bon, il est pris 3, quoi, tu vois, on est toujours, Voilà, voilà, il y a un choix, Olajuwon, il est d'Houston, il y a un choix merdique, en fait, bon, voilà. et encore, et après, il y a Jordan. C'est ça, c'est pas Jokic qui est drafté 42 hein, dans une Ouais, pub Taco Bell, d'accord. quoi. Voilà, c'est quand même un top 3 de draft, donc Jordan arrive à Chicago après avoir fait, si je dis pas de bêtises, pendant les vacances, une petite pige avec Team USA. Ouais, Et puis il y a eu ce côté où Jordan a lancé plein de trucs. Il y a eu, bien évidemment la signature avec Nike. ouais. Nike qui n'était pas du tout considéré comme une marque de chaussures de basket, qui était plus Non, une c'est marque de Adidas qui merde d'ailleurs, qui voilà. le prend un peu de haut. Enfin bref, l'histoire, vous la Voilà, connaissez. parce que voilà, l'histoire vous la connaissez, Jordan était fan d'Adidas et voulait signer là-bas, mais lui ont pas Mmh. proposé le contrat et puis Nike lui a proposé un contrat en or. Puis il y a toute la légende qui s'est créée autour de, la marque Air Jordan. Tout le monde voulait jouer avec des Jordan, tout le monde enfin, moi Mmh. j'ai le souvenir aussi des pubs avec Spike Lee, avec Ouais, tout ce côté-là où c'est ouais, rigolo, tu vois? D'ailleurs qu'un mec de Chicago, Spike Lee qui est quand même on peut en parler comme l'un des top 5 supporters de New York ouais. les plus historiques. En fait, le mec non, ça y est, c'est Jordan. Je veux porter des Il y a Jordan. ça, il y a une connexion, il y a une mini, même si elle est dans le détail. Tu sais, il porte une casquette Spike Lee qui reste un peu Ouais, iconique, la visière relevée, il y a écrit Brooklyn dessus. ouais, ouais, ouais. C'est marrant, mais Jordan est né à Brooklyn. Mmh. Donc je pense qu'il jouait aussi ce côté. Et il y a ce truc qu'on retrouve d'ailleurs dans la culture un peu
street, mais moderne, un peu hipster, qui essaie d'installer les nets. L'une des racines de ça, de cette NBA-là, qu'on connaît beaucoup, nous, c'est ces pubs Spike Lee Jordan. Ah oui. Et Jordan ajoute, effectivement, on a le premier axe, on l'a bien compris, sur le côté américain, sociologique et tout. Et Jordan ajoute un deuxième axe, enfin, c'est autour de Jordan que les génies du marketing, on va dire, ajoutent un deuxième. C'est d'en faire une figure populaire. Et comment tu prends un des réalisateurs qui, à l'époque, est peut-être le plus en vogue ou le plus cool Mmh. de New York et des États-Unis. Et il y a aussi Michael Jackson. Il y a le Ah clip bah, de Thème avec Michael. Donc il y a le côté des deux MJ, le king de la pop, le roi du sport, et cette espèce de. Il n'y avait pas encore des clips. Il y avait un peu de musique. Il y avait des clips de hip-hop où ils faisaient rapper. Je crois qu'il y a un rap de. Il y a un morceau pour Converse, je crois, une pub Converse où ils se mettent à rapper. Bird et Magic ou Kevin McHale. Enfin, il y a des trucs. Mais c'est pas encore ça. Et c'est pas encore viral, comme on dirait maintenant. Et c'est pas encore partout dans le monde. Et l'enchaînement, entre guillemets, Spike Lee, Michael Jackson, Michael Jordan, JO de Barcelone, boum, c'est planétaire. on parle de Jordan, on peut aussi parler un petit peu de David Stern quand même, Ouais. bah, qui est peut-être la personne la plus importante de l'histoire de la NBA, je pense. Ou en tout cas, on peut en parler comme l'une des personnalités les plus influentes dans le développement de la NBA au niveau international. En vrai, je pense que si un jour, il doit y en avoir déjà, mais tu vois, des biographies sur David Stern, t'as l'impression que sa vie est scriptée, le mec. Parce que il y a ce côté où t'as l'impression qu'il a toujours fait les bons choix au bon moment. Euh, il a permis, entre guillemets, avant ça, on le rappelle, hein, mais les joueurs professionnels de basketball, les joueurs de NBA ne participaient pas aux Jeux Olympiques. 92, c'est ce côté où David Stern pousse pour que les joueurs NBA participent aux Jeux Olympiques parce qu'il fallait remettre un petit peu l'église au milieu du village et qu'il fallait développer la NBA au niveau international. Donc, tu as Jordan qui se lance dans le truc, qui propose, enfin, si je dis pas de bêtises, c'est même Magic, je crois, qui demande à tout le monde de participer avec Bird et toute l'équipe. Ouais, il me semble Après, que c'est Magic à l'origine. je crois que c'est Magic parce que Magic avait été mis un petit peu de côté avec sa séropositivité. Et Mhm. du coup, il y a eu ce côté un petit peu familial où il ramène toute la Dream Team. Où on a pu saisir, Sauf Asia Thomas. sauf Asia Thomas, bien évidemment, mais il y avait ce côté où tu as les plus grands sportifs, tu as les plus grands joueurs d'un sport qui débarquent pour faire les Jeux Olympiques et on ne parle que d'eux. On Ouais. ne parle que d'eux. C'est un truc qui est même un peu hors du temps, qui est même légendaire, où tu te dis que Ah tu as non, mais l'impression que c'est un film, quoi. Je sais même pas de mots pour définir le Tu la l'as vécu, tu réputation. l'as vécu comment, toi? Le monde a changé, mais tu peux pas t'en rendre compte. Mais parce qu'en fait, donc moi j'ai 10 ans, il y a le sport, il y a le foot beaucoup, il y a le tennis, tu vois, voilà, le sport c'est Jean-Pierre Papin, Yannick Noah, les mecs de l'athlé un peu quand t'es petit, les mecs d'Europe de l'Est dopés, enfin c'est ce que t'entends sur le sport et tout. Ouais. Et quand t'as 10 ans et que tu te fondes, il y a des premiers super-héros. Alors quand t'es petit et que t'as 10 ans, en tout cas moi c'était mon cas et que t'es un garçon, bah c'est les musiciens, genre Prince, Michael Jackson. Il y a le début du hip-hop aussi. Alors dans les années 92, si il doit y avoir quand même les Dre Snoop, ça doit apparaître un peu plus tard, mais tu vois, ou Bon, t'as Tupac. NWA, t'as Ouais, NWA qui arrive voilà, un t'as peu dans quelques ses. trucs. Ouais. T'as NTM en France qui commence à faire du bruit, IAM, etc. T'as la musique rock qui est encore là avec. C'est un truc très américain, donc on oublie des groupes comme Nirvana. T'as encore la présence des rockers, des paroliers, le folk américain. Donc Mhm. et arrive la Dream Team. Et pourquoi je prends du temps et je mets tout ça en place? Parce qu'en fait, la Dream Team réunit tout. Ouais. C'est le premier truc où tu vois des mecs en survêt. Les JO, c'est eux et personne d'autre à Barcelone. J'en parlais, c'est marrant parce que je savais déjà. Pour la petite histoire, on a mis du temps à se caler, notamment de ma faute et mon agenda là en ce moment. Mais quand je suis avec Alex, je sais plus dans quel moment des JO, à un moment, on parle d'un truc et en fait, j'ai déjà en tête notre conversation future et où je lui dis, tu sais ce qui est important, parce que j'y réfléchissais déjà, comme je savais qu'on allait se parler, c'est que les Jeux ont lieu en Europe et notamment dans une terre de foot et de Barcelone, etc., qu'on avait l'habitude de voir nous et de très bien connaître. Même moi, tu vois, c'est pas loin, Barcelone, Mm. c'est tangible. Il y a des amis à mes parents qui y sont déjà allés. J'ai un pote, il est d'origine espagnole, il passe par Barcelone quand il rentre chez lui, tu vois. Donc c'est concret. Alors que New York, moi je connais personne qui allait à New York quand j'ai 10 ans. Personne. Tu me dis quelqu'un allait à New York ou aller sur Mars, c'est pareil pour moi. J'ai pas dans Ouais. mon entourage de personnes qui sont allées aux États-Unis. Je ne connais pas ça. Il y a des histoires soi-disant de machin, mais je les connais pas. Tu vois, c'est le pote d'un grand frère de machin qui a soi-disant ramené la veste starter et les trucs, mais c'est
C'est flou, quoi. Voilà, là, il y a ça et en fait, ils arrivent l'équipe est très Benetton aussi. Tu as Stockton d'un côté, tu as Pat Ewing. On parle pas assez de Pat Ewing. Le fait que Pat Ewing joue à New York et soit le mec le plus connu et aimé de New York, alors que c'est un gars d'origine jamaïcaine avec un accent à couper au couteau, qui est pas forcément hyper à l'aise socialement et tout, et qui devient, c'est le mec préféré de tous les ados de tous les ados new-yorkais dans les années Mmh. 90. Incroyable. Alors que c'est une ville, tu vois, c'est une ville monde et tout. Je pense que ça, on oublie, mais les Knicks de cette époque viennent aussi rajouter vraiment quelque chose parce qu'ils étaient au cœur d'une ville, de la ville de la pop culture, de la capitale de la pop culture, tu vois, mondiale. Et bref, la Dream Team, donc là, je faisais un aparté Ewing et tout, mais t'as Stockton, t'as Mullin. C'est dommage qu'il n'y ait pas eu Shaq d'ailleurs, mais bon, il y a Lettner qui ajoute aussi un truc, l'universitaire, Tu Pippen, Barclay. Bird, évidemment. Et t'as ce côté finalement très inclusif, mais on n'utilise pas d'ailleurs ces mots à l'époque-là. Mais très. J'ai même pas de mots, mais tu vois, tout le monde peut Multiculturel, en vrai. Ouais, voilà, tout le monde Ouais. peut s'y reconnaître. Tout le monde peut s'y reconnaître. Mmh. Un peu plus que dans d'autres sports, beaucoup plus même. Ouais. Ouais, non, il y a ce côté où c'est vrai que tout le monde pouvait, entre guillemets, «s'identifier» à un des joueurs qui était présent dans cette équipe et le Ouais. fait de les voir, entre guillemets, bon alors, il y avait aussi le côté un peu, forcément médiatique où tu avais l'impression que c'était une bande de potes, ce qui était peut-être pas le cas à chaque fois dans les vestiaires, mais tu sentais limite que c'était une bande de potes qui était venue pour promouvoir leur sport, Mmh. pour gifler tout le monde parce que ça a été le cas, Mmh. heu, mais il y avait ce côté, pour une fois, accessible. Alors que comme tu le dis, c'était sur un autre continent, un continent qui était c'était encore vachement le rêve américain, donc c'était un truc qui sortait un petit peu de la réalité que nous, Européens, connaissions à l'époque. Moi, pour en avoir parlé, notamment avec Stéphane Misselin qui lui, a quand même connu le début de la NBA, au niveau rédactionnel et tout, me disait enfin, nous la NBA on pouvait pas la suivre, donc Ah ouais, non, 80 non. 92 c'est la première fois qu'on voit ce type de basket-là, c'est la première fois qu'on voit ce genre d'athlète-là. Puis on le voit au travers de documentaires, on le voit au travers de reportages qui ont été faits. C'est ce côté où, c'est les jeux olympiques, mais en fait, c'est la dream team. C'est-à-dire que les gens en avaient un peu rien à faire des autres sports. C'était vraiment les gens venaient pour voir cette Ouais, ouais, équipe ouais. de fous furieux jouer au basket, en fait. Tu vois des highlights quand même à la télé d'autres sports, un peu, même si c'est très. T'as quand même le basket, tu vois, du basket. Ouais. Et puis d'un coup, je sais pas, je dois avoir mon petit bol de céréales, tu vois, il y a mon beau-père qui est là, machin. Et d'un coup, il y a au milieu de tout ça, donc on est pendant les JO, tu vois, il y a les highlights de, par exemple, le premier match de la Dream Team ou le deuxième match. Ça Mmh. va durer 7 minutes, c'est commenté en français. Et là, tu vois, moi, j'ai par exemple notamment vraiment un souvenir très précis de contre-attaque, balle pour Magic, qui la lâche tout de suite, immédiatement à deux mains. Elle flotte un peu et là, Jordan apparaît dans l'écran. Et en fait, tu sais, prend un appui de deux pieds, saute à vraiment ce dunk majestueux. C'est plus beau à voir, ça fait rêver. Ouais. Et tu me demandais, j'ai trouvé une manière de répondre à ta question, comment je l'ai vécu. Je l'ai vécu à peu près comme le passage de la NES à la Super Nintendo. Il y a le sport, c'est la NES, et il y a la Dream Team, c'est la Super Nintendo. Ouais. T'as changé de génération. C'est pareil, c'est des jeux vidéo, c'est Mario, c'est machin. Sauf que t'as les yeux comme ça, parce que c'est mieux. Ouais. C'est mieux sur tout. Et moi, je veux dunker. Je veux faire des passes aveugles. Je veux être un espèce de mix entre Magic et Jordan. Alors, mais plus que tout. Mais comme tu sais, comme je pense, c'est des chocs comme ça, comme la plupart du temps, quand j'entends quelque chose de similaire, c'est t'as la musique, et puis d'un coup, tu vas entendre tel artiste qui est au-dessus du lot et qui va te casser le crâne Mmh. comme mais tu sais, presque de manière physique, organique, et tu vas être possédé par ce couplet, ce riff de guitare. Alors, il y a des gens qui vont dire c'est la première fois qu'ils ont entendu Eminem rapper, d'autres Jimi Hendrix à la gratte, d'autres peut-être même des trucs un peu plus hipster, obscurs, je sais pas quoi, ou la musique électro pour Ouais. certains, vont avoir une découverte avec les ondes, la manière de faire de la musique, voilà. La Dream Team, je pense que c'est ça pour quasiment toute ma génération, quoi. Et pour en revenir un petit peu à la thématique de base qui est la culture NBA, c'est au-delà d'un sport, c'est une culture qui arrive. C'est-à-dire que tu vois des Ouais, mecs arriver avec des survêtements, tu as envie de porter les mêmes survêtements, qui arrivent avec des sneakers, ouais. Au début, ça c'est y la est. SAP. Au début, tu as raison de commencer par ça, et c'est normal que tu commences par ça, c'est la SAP. Ouais. Le jogging un peu bordeaux, bariolé de Nike. Mmh. Le premier d'ailleurs où je pense il y a le logo, je crois, pour moi, enfin, sur le jogging. Truc très bête, mais pour te donner l'impact de. C'est un peu personnel, mais voilà. Moi, je vis longtemps avec ma mère et il y a mon beau-père qui arrive dans sa vie. C'est pas évident.
quand t'es petit et tout, un beau-père, certains se reconnaîtront là-dedans et tout. Je vous jure que un des jours où je savais pas, il avait le jogging. Il avait le jogging de Jordan à la Dream Team, tu vois. Et il est grand, il fait 1m92, 13 et tout, il sait jouer au basket, il a des origines un peu. Il a de la famille aux États-Unis, il a de la famille au Danemark, il est allé aux États-Unis, machin et tout, tu vois. Il a un nom à consonance un peu à l'américaine. Et c'est à ce moment-là que c'est devenu ton beau-père, quoi. Mais à ce moment-là, je me suis dit, il est cool quand même. Mmh. Il est cool, tu vois. Ouais. C'est con. Et je suis sûr que ça, je me permets de le raconter parce que je pense que ça fait écho, cette invasion dans le quotidien. Alors moi, c'est comme ça pour un truc familial, mais c'est le passeport vers le cool. Ouais. Et à l'inverse, je t'en parlais en off, le foot était beauf, mais avait quand même quelque chose de. Et là, toujours, même si c'est compliqué ce qui se passe avec le foot en ce moment pour plein de raisons, Mmh. mais avec quelque chose de sacré. Et je pense toujours que le foot a une dimension sacrée qui a à la fois son. Comment dire? Son avantage, enfin, son privilège, mais aussi sa malédiction. Parce qu'il doit toujours être à la hauteur de quelque chose de sacré, etc. et tout, et que du coup, c'est forcément critiquable très vite. Le basket apporte quelque chose de fantasmagorique, de fantastique, tu vois, c'est Street Fighter à la bande d'arcade, quoi. Ouais, c'est de la science-fiction pour les Casting Européens. des mecs, le nom des mecs, Mmh. Patrick Ewing, Scottie Pippen. Tu vois, j'ai rien contre les noms que t'entends en foot, même il y avait des noms un peu cool, les Italiens, les Néerlandais ont des noms cool dans ça. Mais tu vois, là, c'est tout. Et puis, tu le dis, la culture américaine, c'est tout plus grand, plus fort, plus mieux. Ouais, on va dire que c'est, la personnification du rêve américain qui débarque en Europe, quoi. C'est le côté où on a toujours entendu parler d'un continent où tout le monde est plus grand, tout le monde est plus fort, tout le monde a ce côté un peu, bah, s'habille un peu comme ils veulent, enfin et puis ça débarque en Europe et tu as envie de faire pareil qu'eux. Tu as envie de t'habiller comme eux, tu as envie de porter des Jordan, tu as envie d'écouter du rap, tu as envie de porter ta casquette à l'envers, tu as envie de dunker comme tu le dis, tu as envie de faire des trucs qu'eux font et bah, le T'as envie de couper prolongement, des McDo. ouais, bah, ouais. Non, mais tu vois, ça va avec. Ouais, la street Non, je food, pense ouais, ouais. vraiment que ça va avec. C'est tout ça est un ensemble. La sable joue énormément. Ouais, Énormément. On aurait tué pour certaines sneakers, tu vois, à l'époque. ouais. On était d'une violence entre nous au collège parce qu'il fallait avoir la bonne pompe, celui qui avait. Puis en plus, tu avais une espèce de hiérarchie non dite, un peu tacite, Mmh. dans les marques et dans les trucs, tu vois. Genre, moi, j'avais des Adidas Mutombo, ça va, mais c'était pas les Reebok de Kemp, c'était pas les Pump, et alors c'était pas les Jordan. Les Jordan, Ouais. c'était vraiment les. Mais les Jordan, limite, c'était pas si cool d'en avoir parce que ça faisait trop. Mes parents sont riches. Ou je les ai volés. À voir. Mais il y avait forcément une suspicion de quelque chose, tu vois, sur les Ouais, Jordan. limite, c'était la pump la plus populaire, quoi. Ouais, je pense. Après, il y avait les petits originaux qui allaient chercher, je sais pas comment, des trucs. Fila, ça avait bien percé avec Grand Mmh. Hill, tu vois. La Reebok, qui était quand même vraiment présent à l'époque. Je me rappelle des pumps, évidemment, mais il y avait. Avant, il y avait Kemp qui était en Reebok et il y avait. Ma mémoire me joue des tours. Non, c'est ça, c'était Kemp et Ouais, Shaq. c'était Kempechak, ouais. Dans les magazines. Converse. Converse était encore là, mais avec des modèles un peu ratés, mais ça existait quand même encore avec Larry Johnson, les pubs et tout. Mmh. Adidas un peu, mais Adidas c'était un peu moins. Bah, c'était le seul européen aussi. Je pense qu'à l'époque, ça joue encore. Nike et devait être plus cher aussi à cause des taxes. Mmh, c'est Ça devait possible. encore être fabriqué. Enfin, je sais pas trop, mais tu vois, on n'était pas encore à la mondialisation. Adidas avait un côté très européen. Et du coup, c'était même un peu surprenant de les voir en NBA. Mais bref, les blousons, tu vois, on en rigole, mais et on a tous eu, c'est la punchline d'Alex, je la crois. On a tous eu une putain d'abeille à un moment sur un t-shirt ou un bomber ou un Ouais. truc, une trousse. Et en 3 ans de temps, on va dire, on a des trousses Tortue Ninja ou Mario ou je sais pas quoi. Et vers 93, 94, 15, là, je me rappelle, avec l'expansion des Raptors, c'est à peu près Mmh. ça. Quasiment toute ma classe, mais même ceux qui en ont rien parce que c'est comme ça, tu vois. Il y a au moins 9 trousses de NBA. Il y en a un qui a la trousse des Bulls, il y en a un qui a une trousse. Alors, il y a quoi? Bulls, Magic, Hornets, Suns. C'était en Ouais. gros les trucs là que tu trouves au Leclerc du coin. Mmh. Mais ça apparaît partout. Tu achètes des céréales, maintenant, il y a des cartes d'NBA dedans. La NBA est peut-être même sur une courte période de temps, parce qu'en plus, il y a les tournois. Les marques mettent des thunes pour faire des tournois de 3-3 dans toutes les villes. Mmh. Nous, on est à Metz et tout. Il y a des trucs à Batigère, les trucs Buick, Adidas, les street Adidas, là, je sais plus comment ça s'appelait, Blacktop de Reebok et tout. Il y en a tout le temps, tout l'été. Il y a une espèce de truc France Black Blamber, France 98, avant ça, sur le streetball. T'as l'impression que le streetball va sauver le monde et les banlieues et les cités et notre génération, tu vois. Ouais. Ok, vous écoutez NTM, vous êtes mal barré, mais bon, il y a le basket, on va vous faire jouer au basket, tout va bien aller, tu vois. Je sais pas. Mmh.
il y a ce mélange des genres, parce que le basket aussi en France, c'est un sport de curie au départ, tu vois, presque de Vendéen, quoi, Mmh. et en même temps de cité, plus ou moins urbaine, des zones soit frontalières, soit de l'Île-de-France, tu vois. Ouais, Donc là, je parle de. Bah, moi, je suis dans l'Est, mais ça joue quand même pas mal dans l'Est. Bon, il n'y a pas trop de culture encore dans le Sud-Est, à ma connaissance, moins. Parce que moi. mais bon, bref, après, ça se répartit, ça chacun son. Puis ça dépend aussi. Tu as des zones aussi qui sont plus faciles à prendre, entre guillemets. Là, j'ai l'impression qu'on parle des pays d'en risque, mais parce que par exemple, le Sud-Ouest est encore très rugby. Donc je pense que c'est peut-être plus lent. C'est ça, J'en sais rien. Je sais pas. Moi, je l'ai vécu sur Paris et dans l'Est. Les cartes de basket. les cartes. Cartes de basket. Non, mais on rigole, mais les cartes de basket, c'est. En fait, avec cette espèce d'enchaînement, on voit. C'est fou, hein. Il n'y a pas de match. Ça n'existe pas trop. Mmh. Il y a les finales NBA la nuit que tu peux enregistrer. Il y a quelques matchs qui se traînent comme ça sur France 3. Ça doit être les débuts des matchs sur Canal, mais c'est des bouts de trucs. Enfin, tu vois, ça, Mmh. c'est ridicule. Mais on arrive quand même à vivre, dormir, manger, penser NBA quasiment H24, Mmh. c'est le cas. Et avec la culture qui va autour, qui est pas mal le hip-hop, mais pas seulement, j'y reviendrai, parce que comme c'est très américain, ça remonte aussi des trucs. Il y a du rock dans l'ADN de la NBA, il y a du folk, il y a des villes très, tu vois, de Memphis, on parlait de Détroit, la techno, le Midwest, il y a quand même Dallas, tu vois, les Bon, rednecks, il y a quelque chose de. et puis le jazz avec la Nouvelle-Orléans plus tard, je Voilà, pense un qui peu, met hein? plus de temps à se diffuser, mais qui est Mmh. là, qui est quand même déjà là. Notamment, et ça c'est un truc qui est cool, et on en revient à cette barrière blanche-noire qui explose. Notamment, moi j'aimais quand même beaucoup le rock aussi, et tu vois que des mecs comme les Red Hot, même ça vient sont au match des Lakers. Ouais. Tu vois, tu as ces crossovers un peu, c'est moins, en tout cas moi c'est l'impression que j'ai, c'est moins fermé et en vase clos. Tu sais qu'à mon époque au collège, c'était rocker ou rappeur, et limite ça fallait choisir son camp, quoi. Ouais. Et c'était tendu comme là lors des dernières élections, hein. C'était des Mmh. blocs, l'existence de l'un menace la survie de l'autre, quoi. Ouais. C'était non mais et déjà, tu vois, on était ceux du basket, j'avais l'impression qu'on avait entre guillemets le droit de naviguer un poil plus parce que bah, les États-Unis sont comme ça, quoi. Mmh. Même si c'était très 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 hip-hop évidemment et que le hip-hop vient avec le basket, mais je sais pas, il y a déjà ce mélange. Et les cartes permettent. Et la journée, on faisait que ça. Dès qu'on avait 3 pièces, qu'on avait tapé un billet de 5 dans le portefeuille de maman, on Mmh. allait acheter un paquet de cartes de basket. On voyait qu'on avait, pour la 5e fois, Stacy Ogman, mais qu'il fallait quand même essayer de l'échanger. On essayait de Mmh. trouver un petit qui connaissait rien au nom des joueurs pour essayer de l'arnaquer. On avait les classeurs tout faits. Moi, j'ai passé des heures. J'avais un pote qui s'appelait Daniel qui avait tout le coffret Michael Jordan, Upper Deck. Il l'avait rangé, tu sais, dans un truc plastifié. C'était le plus bel objet du monde pour moi. Bah, tu vas rendre jaloux Alex là, hein, qui s'est lancé dans la collection de cartes récemment d'ailleurs. On va en Mais reparler. ouais. On va en reparler. C'était le plus bel objet du monde. Les cartes, je crois que c'était Flair, la marque. Il y avait des noms de cartes. Moi, j'adorais. Très épaisses, très jolies. Ça a Mmh. vachement influencé mon imaginaire aussi avec des constellations, des trucs. Et c'était ce côté super-héros, quoi.